à tous et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Alors cette semaine je vais vous parler d'un sujet qui est assez chaud bouillant ici au Québec, c'est l'emploi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, en fait, il y a une grosse pénurie de l'emploi au Québec. C'est une pénurie de l'emploi qui va en s'accroissant puisque plus le temps passe, plus la population vieillit et moins on arrive à trouver de main-d'œuvre. D'ailleurs, si vous avez suivi sur ma page Facebook du côté de Montréal, vous avez certainement vu que j'ai partagé la liste des métiers pour lesquels les démarches sont simplifiées. Alors, elles ne sont pas forcément simplifiées que pour vous, elles sont simplifiées également pour l'employeur et surtout d'ailleurs pour l'employeur. Ces employeurs qui aujourd'hui refusent des commandes, n'arrivent pas à satisfaire leurs clients puisqu'ils manquent de main-d'œuvre, ils n'arrivent pas à travailler comme il faut. Donc le ministre de l'Immigration, David Hurtel, a d'ailleurs sonné la cloche d'alarme auprès du gouvernement fédéral du Canada en leur disant simplifiez les démarches, simplifions les démarches. Aidez-nous, je veux dire, l'économie du Québec, je veux dire, va bien, mais elle est quand même pas mal bousculée par cette pénurie de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, les démarches simplifiées, c'est quoi? C'est la possibilité pour un employeur québécois d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger et de simplifier son employabilité. Voilà, donc ça en passe par là. Et donc toute cette liste que j'ai publiée sur Facebook, c'est la liste de tous les métiers pour lesquels on est en manque de main-d'œuvre ici au Québec. Donc ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, où trouver tout ça? Où trouver cette information? Comment faire pour postuler lorsqu'on habite à l'étranger, lorsqu'on n'habite pas au Canada? Comment on fait pour postuler? Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est mettre votre CV, votre curriculum vitae, aux normes québécoises. C'est pas une page. C'est pas une page et demie, c'est 2 à 3 pages. Si vous avez plus de 40 ans, 3 pages, ça ne choquera pas. On ne met pas son âge, on ne met pas son sexe, on ne met pas si on a des enfants. Vous ne précisez pas forcément votre adresse sur ce CV, surtout si vous êtes à l'étranger, je dirais c'est pas la peine d'aller le mettre. N'allez pas mettre non plus un numéro de téléphone étranger, un plus 33, un plus 221, un plus je sais pas combien. Ce n'est pas la peine, on ne vous appellera pas. Par contre, n'hésitez pas à ouvrir un compte Skype, à mettre votre pseudo Skype en mettant bien Skype et avec le pseudo pour qu'on puisse vous contacter par Skype. Et surtout, je vous le dis, je vous le redis et j'insiste là-dessus, ce n'est pas une plaisanterie. Je sais que certains se disent « Pouf, la bonne affaire ». Si vous n'écrivez pas à un employeur au Québec, si votre adresse mail, votre adresse courriel n'est pas en .com. Si vous êtes en .fr, en je ne sais pas d'où, quel autre pays sur cette planète, si ce n'est pas un .com, ce n'est pas un gmail.com, un hotmail.com, un yahoo.com, ce n'est pas la peine de venir écrire et de transmettre votre CV. Je pense qu'on ne vous répondra pas. D'abord, ça va agacer. Et ensuite, c'est la preuve que vous n'êtes pas ici. Donc, changez d'adresse. Je sais que c'est agaçant de changer d'adresse et de dire à tout le monde « Ah, bah, j'ai changé d'adresse, maintenant mon adresse est la même chose en gmail.com ». Sinon, vous en créez une autre, juste pour votre employabilité au Québec. Mais en tous les cas, c'est un conseil que je vous donne. Vous le prenez, vous le laissez, c'est comme vous voulez. Ça peut aider. Si ça peut aider, vous faciliter, faites-le. C'est pas très compliqué. Ça prend 2 minutes sur Google pour aller vous créer une adresse en gmail.com. Autre chose, il y a pas mal de sites internet, Joboon, Isarta, Emploi Québec, le gouvernement du Canada également, le gouvernement du Québec, vous allez trouver des annonces, il y a vraiment pléthore d'annonces. Vous pouvez aussi faire une recherche par région avec les différentes entreprises dans cette région. N'hésitez pas à utiliser LinkedIn pour ça également. Et à aller directement sur le site internet de ces entreprises. Souvent, il y a une petite partie emploi, travailler chez nous. Enfin bon, voilà, chacun met sa petite version du nom. Vous cliquez dessus et vous pouvez aller directement insérer votre CV et faire votre demande d'embauche.
Vous pouvez télécharger en fait votre fichier, donc votre CV. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser ça, n'hésitez pas à entrer en contact. Et puis, commencez à réseauter, commencez à aller sur LinkedIn, faire des recherches, à aller voir. Et puis surtout, essayez de trouver en fait la dénomination du poste que vous avez actuellement dans votre pays avec la dénomination auquel ça correspond au Québec. Et n'hésitez pas à le changer. Et puis autre chose, à chaque fois que vous voyez une annonce, à chaque fois il y a un intitulé du poste, il y a différentes compétences qui vous sont demandées. Ces compétences-là, il faut qu'elles apparaissent dans votre CV, il faut qu'elles soient là. Donc bien sûr, n'allez pas mettre les compétences si vous ne savez pas le faire, ça ce serait complètement stupide parce qu'on va vite se rendre compte que vous ne savez pas le faire. Mais si c'est des choses que vous savez faire, n'hésitez pas à mettre ces compétences, à modifier. Et si vous ne savez pas comment faire un CV québécois, je peux vous aider. Donc vous allez rechercher sur Google normes du CV québécois, comment faire un CV québécois, le CV au Québec. Forcément, il y a des choses qui vont ressortir. Oui, il y a 3-4 pages et oui, il y a vraiment une façon bien spécifique de monter son CV. Donc je veux dire, vous pouvez ne pas le croire, mais encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a dit « Oh là là, j'ai envoyé plus de 100 CV, j'ai 0 réponse ». Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'en ayant envoyé 100 CV, vous avez 0 réponse alors qu'il y a une pénurie d'emplois au Québec? Moi, j'ai envoyé 2 CV l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, et j'ai été pris au bout de mon 2e CV et j'ai été embauchée en 10 jours. Donc je veux dire, il y a une vraie façon de remplir un CV, de poster sa lettre, de faire une lettre de motivation, etc. C'est pas, je veux dire, ça s'invente pas, c'est réel et les normes québécoises et les normes du pays dans lequel vous êtes aujourd'hui ne sont vraiment pas les mêmes. Donc pour ça, je peux vous aider. Pour tout ce qui est immigration, visa, permis d'études, permis de travail, etc., c'est plutôt Valérie qui s'occupe de ça. Vous l'avez vu dans toutes les émissions. Elle vous donne déjà de l'information, des conseils, mais n'hésitez pas déjà à passer par elle si vous voulez avancer aussi sur ce dossier-là et voir comment ça se passe. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Et puis vous savez qu'il y a Hélène aussi qui est là, qui peut vous coacher, qui peut vous guider dans la transition, dans le changement, dans la préparation à un entretien. Vous posez aussi les bonnes questions. Donc je veux dire, faites appel à nous, on est là pour ça. Donc ça vraiment, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc et pour l'emploi, je vous le dis, on recherche vraiment de la main-d'œuvre, on la recherche à l'étranger, donc on a besoin de vous, donc faites des recherches, allez-y, googlisez tout ce que vous pouvez googliser, allez chercher toutes les entreprises que vous pouvez trouver, refaites bien vos CV et allez-y, lancez-vous, c'est vraiment le moment, c'est maintenant qu'il faut aller chercher du travail. Il y a vraiment des entreprises qui recherchent des personnes qui ont vos compétences et qui travaillent comme vous. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'un CV... on n'a pas besoin d'avoir le reflet de l'école qui qu'est-ce donc. On a surtout besoin d'avoir vos compétences. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle langue vous parlez? Enfin, je veux dire, voilà, je vous le dis comme ça rapidement. Mais les normes québécoises sont très différentes. J'insiste vraiment là-dessus. C'est important. Et si vous avez envoyé pléthore de CV et que ça n'a pas marché, posez-vous des questions. C'est pas vous le problème, c'est votre CV, c'est le document que vous envoyez le problème. C'est pas vous. Je veux dire, vous, a priori, vous avez la compétence. Si ce que vous dites est vrai, hein, et si ça ressemble à l'annonce. Donc vraiment, posez-vous la question sur votre CV. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et j'insiste. Et n'oubliez pas que sur le site d'Immigration Québec, donc www.immigration.quebec.gouv.qc.ca, vous avez énormément d'informations, ainsi que sur le site du CIC, le site du gouvernement du Canada. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous avez besoin de savoir quel nom porte le métier que vous avez dans votre pays et à quoi ça correspond ici au Canada ou au Québec. Toutes ces informations sont sur les sites internet. Je veux dire, n'hésitez pas à rechercher, c'est vrai que ça fait beaucoup de lectures, c'est vrai que ça fait passer du temps, mais ça se mérite une immigration quand même. Ça se mérite d'arriver ici, donc oui, ça demande du temps, de la recherche, ça demande d'aller faire de la lecture, c'est vrai. Alors après, si vous n'avez pas envie de faire toutes ces recherches, vous pouvez faire appel à des personnes comme Valérie, comme moi, Géraldine, du côté de Montréal. Vous pouvez faire appel à nous, mais c'est vrai qu'après, soyez pas étonnés qu'on vous demande de payer certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'on vous donne gratuitement, puis il y a aussi des petites choses qu'on fait payer. Donc ça, là-dessus, il faut quand même en avoir conscience. Donc si vous avez besoin de moi pour votre CV, je suis là, je peux vous aider et ça me fera plaisir de le faire.
Donc voilà pour ce qui est de la partie emploi, CV, et vraiment allez-y, les permis de travail temporaire, c'est le moment. Ça prend toujours un peu de temps, la démarche simplifiée, ça ne veut pas dire que ça va se faire en 2 mois, ça peut toujours prendre 8 mois, ce qui agace d'ailleurs terriblement les entreprises québécoises et le gouvernement du Québec, parce qu'on aimerait bien que ça puisse aller plus vite, pour pouvoir redynamiser vraiment bien l'économie du Québec, qui va très bien, attention, hein, l'économie du Québec est dynamique et va bien, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça s'essouffle sous prétexte qu'on est un peu en manque de main-d'œuvre. Donc allez-y, c'est le moment. Si vos métiers sont dans la liste des métiers admissibles aux démarches simplifiées, c'est le moment d'aller contacter des entreprises, de vous connecter sur Google, d'aller chercher tous les sites de l'emploi que vous pouvez trouver au Québec, toutes les entreprises qui peuvent exister même en région du Québec, il y a beaucoup d'entreprises au Québec, et de pouvoir commencer maintenant à envoyer vos CV. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous connecter directement sur les sites internet des entreprises. Voilà, ça marche vraiment bien. Donc allez-y, c'est le moment. Cette semaine, on reçoit Camille qui est là depuis 9 ans, qui est arrivée avec ses enfants. Très belle intégration, elle a toujours travaillé dans des entreprises québécoises, elle a vraiment une belle immigration, c'est sympathique, vous allez voir, elle a beaucoup de choses à nous raconter. Et puis avec Valérie, on répond à la question de Sébastien. Comment se passe le parrainage dans le cadre d'une immigration? Est-ce qu'on peut parrainer son frère, sa sœur? Donc voilà, qu'est-ce que le parrainage et comment ça fonctionne? Et bien sûr, encore une fois, Hélène va nous donner les clés d'un changement de vie, d'un changement de carrière, et comment y arriver, comment s'outiller en fait pour bien préparer tout ça et préparer votre nouvelle aventure et votre nouvelle vie. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Si vous avez besoin des coordonnées d'un banquier, d'un déménageur, d'un assureur, tous les différents corps de métier en fait qui peuvent vous servir dans le cadre de votre arrivée ici au Canada. Vous arrivez dans quelques mois, vous arrivez à la fin de l'année, vous avez besoin d'un courtier immobilier, faites appel à moi, je vous donne gratuitement et personnellement je vous mets en contact avec tous ces gens avec grand plaisir. J'ai utilisé leurs services, je suis satisfaite de ce qu'ils ont fait. Donc vraiment, ça me fera plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous et de pouvoir vous mettre personnellement en lien avec ces gens-là et de m'assurer qu'on va bien s'occuper de vous. Voilà, c'est vraiment important que mon expérience vous serve à vous et adoucisse quelque part votre immigration. Donc on se retrouve tout de suite après la pause avec Valérie. À tout de suite. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Alors, cette semaine, on attaque un autre sujet, un peu différent de ce dont on parle généralement, parce que Sébastien nous demande comment fonctionne le rapprochement familial, c'est-à-dire le parrainage et la résidence permanente dans le concept d'un regroupement avec des membres de la famille qui seraient au Canada. Donc, si je comprends bien, j'ai de la famille au Canada et je demande à ce que cette famille, qui est citoyen ou résident permanent, puisse me parrainer pour un rapprochement pour que je puisse venir vivre ici. Aussi, exactement. D'accord. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. D'accord. On ne se fait pas parrainer par n'importe qui et n'importe comment. D'accord. Malheureusement, c'est pas aussi ample qu'on aimerait. D'accord, il y a quand même des règles strictes à suivre. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Là, je pourrais faire venir toute ma famille. Ouais, les oncles, les tantes, les nièces, l'arrière-grand-mère. Génial. Il y a au moins 100 personnes, non? Donc, le plus simple, c'est que parents-enfants, ça marche très bien. D'accord, mais il faut quand même être résident permanent. Oui, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit résident permanent, donc le parent ou l'enfant. D'accord, et c'est vraiment parent ou enfant, ça peut pas être... Par exemple, moi, je pourrais pas faire venir mes beaux-parents. Alors, tes beaux-parents, si, tu peux, parce que... Même si mon conjoint était plus là, par exemple. Ah bah non, mais là, tu rentres dans des cas de figure un peu d'accord. Il faut quand même que le conjoint soit là. D'accord, il faut que donc c'est vraiment la lignée sanguine. Ouais, c'est la lignée sanguine, mais il y a des restrictions d'âge. Par exemple, le parent qui veut faire venir ses enfants, il faut que l'enfant soit mineur, qu'il ait en dessous de 22 ans. D'accord. Donc jusqu'à 22 ans, avant leur 22e anniversaire, vous pouvez parrainer vos enfants.
D'accord. Donc ça, c'est important de le faire parce que après ça, en fait, ils perdent cette possibilité-là de pouvoir venir par ce regroupement familial. Ils vont devoir, eux, postuler sous les autres programmes économiques ou venir faire des études ou venir trouver un employeur. Donc avant ça, et le rapprochement familial est possible. Exactement. Avant le 22e anniversaire, le parent peut parrainer son enfant. Le parent peut aussi parrainer son propre parent. D'accord. Donc moi, je pourrais parrainer mes parents. Okay. Oui, si tu es résidente permanente, par exemple, tu peux. Donc, c'est vrai que la résidence permanente pour les parents, enfin, donc les parents, oui, pour nous, notre génération, les parents, c'est pas facile et long parce que y a beaucoup de demandes et c'est une loterie. C'est vraiment une loterie. C'est pas automatique parce qu'il y a trop de demandes et en fait le Canada n'est pas en demande et en souffrance au niveau des personnes âgées, donc ils en veulent pas vraiment. Ouais, c'est ça, ils veulent surtout des. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils soient pas trop âgés, pas en trop mauvaise santé? Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance parce que c'est vraiment une loterie. Donc il y en a qui sont chanceux, qui sont fait prendre et puis d'autres qui attendent depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Donc ça peut être long. Donc malheureusement, on a des cas où les parents meurent avant que les enfants aient pu éventuellement les faire venir. Donc c'est un peu triste. Un peu triste. Bon. Alors par contre, pour les grands-parents, alors là, j'en profite, il y a le super visa qui permet aux parents donc, de venir au moins en tant que visiteurs, mais la première fois, ils peuvent venir pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils sont avec un statut de visiteur, mais ils sont tranquilles, quoi. Leur statut est... D'accord, donc ils n'ont pas besoin de sortir, rentrer, demander des extensions. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas étudier à moins de faire une demande de permis d'études. Alors le super visa, c'est à partir d'un certain âge? Ah non, c'est à partir du moment où on a un enfant finalement qui est là au Canada. Donc en gros, j'ai 40 ans, je suis au Canada sous résidence permanente. Je veux faire venir mon parent. Oui. Qui est à la retraite, voilà. Je peux mettre en place le super visa. Ouais, mais ça on en reparlera dans une autre émission. D'accord, ça marche. Ça peut marcher. D'accord. Voilà. Donc on va en faire une émission sur justement les super visas, comme ça sera plus clair. Donc là pour la résidence permanente, donc vous pouvez en tant que parent faire venir vos enfants de moins de 22 ans, pas de problème. Vous pouvez bien sûr faire venir votre conjoint. Donc ça, le rapprochement familial, c'est l'enfant, le conjoint ou le parent. Voilà. Mais le parent peut aussi rentrer dans le cadre du super visa. Aussi. D'accord. Voilà. Alors le conjoint, bien sûr, on le fait venir, ça à la limite c'est une priorité, même que pour le 14 juillet, le ministre a annoncé qu'ils avaient facilité, enfin même un peu rétréci, simplifier la demande, c'est-à-dire qu'au lieu de... Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent en visa de travail tout seuls, qui viennent pas encore avec leur conjoint. Le conjoint va rester quelques années à l'étranger. Oui, voilà. Et c'est là où en fait, eux obtiennent leur résidence permanente. Et c'est là où ils font venir finalement la conjointe. Ils ne viennent pas systématiquement avec leur conjointe en fait. Non, et puis il y a des gens qui tombent en amour. Ils partent en vacances, ils rencontrent quelqu'un, c'est l'amour. Oui, c'est vrai. Ils vivent en amour à distance pendant un certain temps. Oui, c'est vrai. À un moment, il dit bon, allez, je vais venir vivre avec toi, et puis on va essayer de vivre un an ensemble pour voir comment ça marche. Et puis bon, puis au bout d'un moment, il dit oui, c'était bien l'étranger, mais moi j'ai envie de revenir vivre au Canada. Je te ramène au Canada. Et c'est là où on appelle ça le rapprochement familial. Voilà, ok, d'accord. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure comme ça où effectivement, il y a un des conjoints qui a sa résidence. Il faut être conjoint de fait quand même depuis un an. Alors, conjoint de fait, c'est 1 an de vie commune. Avec la preuve qu'on a un bail ou... Qu'on a un bail conjoint. Je dirais que le minimum, c'est le bail aux 2 noms, le conjoint aux 2 noms et éventuellement un bien. Mais bon, si on n'a pas de bien, on n'a pas de bien. Genre, quand on est étudiant, on n'est pas obligé d'avoir un bien non plus. Mais après ça, des preuves, c'est des photos de vie de soi dans la vie de tous les jours, les fêtes familiales, présentation aux 2 familles, c'est-à-dire des photos avec les 2 familles. Pour montrer qu'effectivement, c'est une relation qui est connue des familles et des amis. Existent. Voilà, et des amis. Donc voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc, conjoint de fait, c'est 12 mois de vie commune. Continue, pas 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Non, c'est 12 mois de vie commune en continu. Et mariage, c'est mariage. Donc, à partir du moment où vous êtes marié, il n'y a plus même besoin vraiment de preuves, quoi. Vous êtes marié, vous êtes marié. Quand bien même vous seriez marié hier et vous êtes connu la semaine dernière, je ne vous cache pas qu'il y aurait une entrevue. Comment tu fais si tu tombes amoureux en vacances et que tu t'installes pas avec la personne pendant un an, mais que tu veux quand même la faire venir? Alors là, c'est compliqué. Parce que tant qu'il n'y a pas une démonstration de vie commune pendant 12 mois, il n'y a aucun moyen.
sauf si on est marié. Le mariage met fin à la demande de prouver 12 mois de vie commune. Mais du coup, ça entraîne des doutes quand même, parce qu'on se dit, bon, peut-être mariage blanc. Donc il y a généralement une entrevue à la clé. D'accord. Une entrevue où on se dit, non, moi j'ai fait des entrevues où les gens, effectivement, ça fait 3-4 ans qu'ils étaient ensemble, mais ensemble, géographiquement séparés. Mais du coup, c'est quoi? C'est des mails qui vont le prouver? Ouais, c'est des mails, des voyages, hein, parce qu'ils allaient voyager, je dirais tous les 2 mois, il y en avait un qui faisait l'effort, où ils se réunissaient dans un autre pays entre les deux, où ils avaient de la chance parce que leur travail leur permettait de voyager, donc ils se retrouvaient, puis en fait, ils se connaissaient. On le sent, ça se voit. On le sent, parce que moi, quand j'ai fait l'entrevue, c'est comme s'ils habitaient ensemble, ils savaient tout de l'autre. Ils savaient tout de l'autre, même s'ils n'avaient pas habité, donc on savait que c'était vraiment une relation, sauf qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de... lui, il ne pouvait pas quitter son travail et aller vivre dans le pays de l'autre, et inversement, l'autre, elle pouvait venir qu'en visiteur, et du coup, ça mettait un peu en péril sa situation. Donc, bien sûr, ok. Donc il y en a qui n'osent pas trop faire ça. Mais alors, l'avantage du regroupement familial, maintenant, c'est que si le conjoint rejoint le demandeur principal ici, qui a son statut ici, il peut faire la demande depuis le Canada, et le conjoint, au bout de 3 mois, obtient un permis de travail ouvert. Donc il y a 3 mois où effectivement il y aura un peu chaud, hein, on vient avec sa propre assurance médicale, son tout, et après ça, au bout de 3 mois, on obtient un permis de travail ouvert. Bon, là il y a l'assurance médicale qui pose encore un peu de questions, quoi, mais ça dépend de... Est-ce que c'est pareil, excuse-moi, je te coupe, si le conjoint, le demandeur de rapprochement est citoyen canadien? Ah non, ça n'a aucune importance qu'il soit résident permanent ou citoyen. D'accord, c'est pareil. Ça ne donne aucun avantage. D'accord. Okay. Non, c'est pour les deux. Donc c'est pas la peine d'aller faire un mariage blanc avec un citoyen canadien. Non, c'était pas le sens de ma question, mais mais en fait, le mariage blanc, de toute manière, il sera. C'est le but. L'agent, c'est ça. L'agent va détecter tout. S'il y a tout soupçon. Nous, les Chinois, on les voyait. Ils présentaient tous les mêmes photos de mariage avec les mêmes invités. C'est-à-dire qu'on avait il y avait des demandes, les bureaux à Shanghai, là, ils disaient c'est de la folie, on vient de recevoir 40 dossiers, c'est les mêmes photos. C'est le même mari, la même femme. Non, c'est d'autres mariés, mais c'est la même fête, avec les mêmes invités. Donc il y avait en fait quelqu'un qui organisait des mariages pour que, après ça, ils puissent rassembler leur album photo de mariage avec... on a une belle fête, la famille est au courant, ils prenaient des photos avec toujours les mêmes familles, les belles familles. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait tout... ça, c'est des stratèges qui se développent dans des pays. Bien sûr qu'en Europe, ça se fait pas, mais il y a des pays où ils sont prêts à faire ça, quoi. Donc et les gens payent pour ça, t'imagines? Les gens payent pour ça. Il y a des grosses sommes. Mais c'est vrai que l'agent, il est là pour détecter si effectivement c'est une liaison... passagère pour obtenir un visa. Ou si c'est vraiment une vraie liaison et puis que les gens vont venir s'établir ici et puis fonder une famille. Voilà. Ok. Donc tu peux pas faire ça avec ton meilleur ami? Non, on peut pas faire ça avec son meilleur ami. Par contre, on peut faire ça les couples gays, tout ça c'est accepté. Il n'y a aucun problème. Il y a absolument aucun problème. Ça c'est même sexe opposé. Donc ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être le parent qui a aussi droit au super visa qu'on traitera dans une autre émission. Oui. Et alors, il y a le cas de figure de l'enfant. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, sponsoriser, parrainer son frère ou sa sœur si celui-ci était mineur, moins de 18 ans, et orphelin. C'est-à-dire que tout d'un coup, vos parents meurent et vous avez encore un frère ou une sœur qui est mineur à l'étranger. Là, on peut le parrainer. Là, on peut le parrainer parce que tout d'un coup, le frère ou la sœur se retrouve tout seul sans parents à l'étranger. Sans parents, donc ça veut dire orphelin. Ni oncle, ni tante, ni père, ni mère. Non, là, c'est même pas une histoire de oncle. Bien sûr qu'il pourrait certainement, mais on veut que l'enfant soit directement avec son frère, sa lignée directe. Ouais, donc on dit, alors si l'enfant est mineur et se retrouve tout d'un coup orphelin de parents, son frère ou sa sœur peuvent le parrainer. S'il est majeur? Ah non, s'il est majeur, non. D'accord. Il faut qu'il soit mineur, moins de 18 ans. Et là, c'est vraiment le seul cas de figure où on peut parrainer son frère ou sa sœur. D'accord, il faut que les parents aient disparu et que le frère ou la sœur soit mineur. Mineur, exactement.
Ok. Sinon, et si c'est un demi-frère ou une demi-sœur? Non, ça serait pareil, mais il faut aussi qu'il soit orphelin. Et donc là, orphelin de ses deux parents naturels, voire du conjoint de l'ex. Ouais, là, ça, je suis pas trop sûre, mais au moins de ses deux parents naturels. Donc, s'ils sont séparés, ça serait vraiment un cas extrême. Mais bon, ça peut arriver. Et par contre, si vous avez 30 ans, vous avez une sœur de 30 ans, bah non, malheureusement, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. On ne peut pas parrainer son frère ou sa sœur. Qui est adulte. Qui est adulte, exactement. Même si il n'y a plus de parents, c'est pas possible. Non. Alors si on pourrait, par exemple le frère et la sœur est handicapé profond et que les parents viennent à mourir. D'accord. Et que là, là c'est un cas humanitaire en fait. Donc là oui. Là, c'est ça. S'il est dépendant 100%, il est de ses parents qui viennent de disparaître, il est majeur. Et là, c'est ça. Il devient du coup dépendant de son frère ou de sa sœur. Et là, c'est possible. Voilà, exactement. Alors après ça, il y a le dernier cas de figure. Il faudrait que vous êtes au Canada et puis tout d'un coup vous vous retrouvez. Mais vraiment, c'est vous qui devenez orphelin pour le coup. Vous n'avez ni conjoint, ni parents, ni frères, ni sœurs qui sont ici au Canada. Et il n'y a plus personne non plus dans le reste du monde en fait vivant. Et là, vous pouvez faire venir une tante. Enfin, c'est ce qu'ils appellent le regroupement familial du dernier membre de la famille, parce que vous êtes tout seul ici et puis que il n'y a plus personne ailleurs non plus. Il n'y a plus personne, en tout cas dans votre lignée directe Donc vous pouvez éventuellement faire venir un cousin, une tante, une personne de votre choix. Mais qui serait le dernier. Qui serait le dernier. Mais en proche, ça peut pas être un éloigné. Si du coup, s'il reste plus personne et puis que ça serait un éloigné, mais je crois que il faut quand même que ce soit assez direct quand même. D'accord. Mais bon, c'est vraiment des cas de figure, c'est hyper complexe. Moi, en 12 ans, j'en ai jamais approuvé un. Parce qu'à chaque fois, on retrouvait un autre membre de la famille qui était encore en vie. Bah oui. Donc c'est un peu compliqué. Ces cas-là, ils sont vraiment compliqués. Puis je ne les recommande pas parce que c'est des cas qui prennent du temps. C'est pas évident. Donc le regroupement familial en soi, c'est facile. C'est un dossier. Au Québec, il faut faire une demande d'engagement. Oui, c'est ça. Ça peut aller vite si c'est un parent ou un enfant. Ouais. Ou un conjoint. C'est relatif. C'est entre là, justement, le ministre vient aussi d'annoncer qu'ils avaient enfin réussi à éliminer 80% du retard. Donc, a priori, maintenant, on est retombé dans les 12 mois. Ça peut aller plus vite qu'une résidence permanente. C'est 12 mois. C'est ça. Mais, sauf que ce n'est possible que pour un enfant, un parent ou un conjoint. Voilà. Et les autres, c'est des cas extrêmes. Il faut vraiment faire la preuve qu'il n'y ait plus rien, ou que le frère ou la sœur soit 100% dépendant. Et après ça, c'est une demande, si c'est dans le reste du Canada, c'est une demande juste au niveau fédéral. Si vous êtes au Québec, par contre, vous commencez par le fédéral et à un moment, on va vous dire, maintenant, demandez au Québec s'ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour que des membres de la famille... Et pas dans les autres provinces? Non, pas dans les autres provinces. Il n'y a que le Québec, pour le moment, qui fait... une double vérification. Sa sélection. La vérif. Sa sélection pour savoir si effectivement, c'est surtout savoir si les budgets, s'ils peuvent prendre encore plus de monde. Généralement, ils acceptent. Je ne vous cache pas que la demande de... Alors là, c'est le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Dans ces cas-là, c'est pareil. C'est pratiquement 100% de réussite. D'accord. Donc, il faut déjà faire la preuve que c'est possible et que le fédéral accepte. Exactement. Mais c'est pas très compliqué. Puis sachez que si la personne est venue ici en tant que touriste et que vous faites la demande depuis le Canada, le conjoint a droit à un permis de travail ouvert. Et ça prend un an dans ces cas-là ou... Ça va prendre un peu plus d'un an parce qu'il donne la priorité en fait aux couples qui sont séparés géographiquement. Donc je peux faire venir mon conjoint, faire cette demande, ça prend un an, mais il a quand même droit à un permis de travail ouvert. Voilà. Ok. Ça attend pas 2 mois, 3 mois là? Si, il a l'attente de 3 mois. D'accord. Il a l'attente de 3 mois, mais bon, au moins ils sont ensemble ici. D'accord. Ils attendent la réponse définitive avec le conjoint qui a une possibilité de déjà commencer sa carrière ou prendre des cours de langue s'il veut. Mais ça, il faut que ce soit le conjoint ou l'enfant. Le conjoint ou l'enfant. Ou le parent s'il peut encore travailler. L'enfant, on ne peut pas le faire venir avant. L'enfant, malheureusement, il n'y a pas de démarche. On est obligé de faire la demande de regroupement familial de l'enfant et puis attendre qu'il arrive avec son... Il ne peut pas arriver un an. Non, parce que s'il arrive comme visiteur, il ne va pas être autorisé à travailler. S'il a un parent qui est ici, qui est résident en permanence, il peut y venir étudier. Il a des dérogations pour les enfants qui auraient déjà un parent ici. Donc en fait, il peut faire un permis d'études et demander un rapprochement familial. Voilà, exactement.
Au pire des cas, ouais. Bon, bref, c'est des choses à... Ok, mais en tous les cas, voilà, le rapprochement familial ne concerne pas tout le monde. Non. Le frère ou la sœur, Sébastien, je suis L'oncle et la désolée, tante. ce n'est pas possible. Sauf si, voilà. Sauf si le frère qui est ici est 100% handicapé et qu'il a besoin de sa sœur qui vit ailleurs éventuellement pour prendre en charge parce que les parents étaient ici et qu'ils le prenaient éventuellement. Ah, par exemple aussi. Mais bon, c'est vraiment des cas de figure et puis c'est des dossiers qu'il faut monter qui sont assez costauds. Cas par cas. Ouais, okay. Cas par cas, il faut démontrer sa situation et expliquer les raisons. Ok, bon, alors on en a fait le tour de ce rapprochement familial. Oui. Ok, bon, bah écoute, Valérie, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve après la pause. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Camille. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Donc pour la petite histoire, Camille est ma cousine. Voilà, ouais. Je ne savais pas en arrivant, enfin à l'époque où j'ai décidé d'immigrer, que j'avais une cousine... qui était déjà installée. Déjà au Québec, et voilà. Ouais. Parce que ça va faire... l'été prochain, ça fera 10 ans que je suis là. 10 ans que tu es là. Alors, comment en fait as-tu construit ce projet à l'époque? Qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici? C'était un changement de vie. En fait, on était aux alentours de la quarantaine. Et c'est venu dans la conversation, changement d'orientation professionnelle. Et puis, avoir envie de changer. On avait des amis québécois, des vrais québécois francophones d'ici. Et ils nous en parlaient tellement comme d'un pays merveilleux que, quitte à changer, on s'est dit, on va traverser l'Atlantique et puis on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en août 2008. Avec une résidence permanente. Une résidence permanente. Ça nous a pris plusieurs mois, à peu près 18 mois, pour avoir les papiers officiels, ce qui nous permettait en arrivant de s'installer tout de suite, travailler, scolariser les enfants, sans aucun problème dans le système québécois. En fait, de vivre la vie d'un Québécois sans la citoyenneté canadienne. Vous saviez que vous resteriez vraiment longtemps? Ou alors, donc le système québécois était de toute façon... Enfin, il n'y avait pas d'option entre un système français ou un système québécois. Non. C'était... à partir du moment où tu fais le virage et que tu décides de partir, de t'expatrier, nous, on a tout vendu en France pour venir s'installer ici. On est arrivé avec notre conteneur, quelques meubles, quelques affaires personnelles. On avait vendu quand même énormément de choses en France. On avait vendu notre appartement, nos voitures, etc. Et quand tu fais cette démarche-là, c'est pas pour te dire je reste quelques mois pour tester, puis je repartirai si ça fonctionne pas. C'est mûrement réfléchi de se dire oui, je m'en vais et puis il va falloir que ça fonctionne parce que quand tu arrives avec 3 enfants, il faut que ça fonctionne tout de suite. Et par expérience d'amis qui ont essayé de mettre les enfants dans le système français scolaire, très rapidement ils ont reviré à 180, ils sont revenus dans le système québécois parce que si tu veux pouvoir poursuivre tes études et avoir une vie intégrée, il faut que tu ailles dans le système québécois, c'est tout. Puis nous on ne s'est pas installé à Montréal même, on s'est installé sur la rive nord de Montréal, en banlieue, et il n'y avait pas de possibilité d'aller à l'école à Montréal. Donc c'était automatiquement notre école de quartier, et on n'a pas eu le choix. Puis ça s'est très bien passé, sans aucun problème. Les écoles sont très bonnes, les enfants, ils ont eu un petit peu de difficulté à s'adapter au rythme, parce que 5 jours d'école, à 8h moins le quart à l'école, on finit à 3h, système de service de garde pour le primaire, donc ça c'est quand même pas mal. Puis après, pas de vacances scolaires, donc on commence le 25 août et on finit le 21 décembre, on ne s'est pas arrêté. Donc on a l'équivalent de 1 journée par mois qui est une journée pédagogique où les enfants sont soit à la maison, parce qu'ils ont la chance d'avoir papa et maman à la maison qui peuvent s'occuper d'eux, soit ils vont au service de garde toute la journée, ils font des activités, des sorties de toutes sortes selon les saisons. Sachant que le service de garde c'est un service payant. C'est un service payant. Mais en même temps, moi la première année quand on est arrivé, je ne travaillais pas, c'était le deal de départ, c'était que je ne travaille pas de façon à pouvoir faire une très bonne intégration pour toute la famille et pour les enfants en particulier. Mais j'ai pris l'option de les mettre quand même au service de garde, qui est un service payant mais qui n'est pas non plus démesurément cher. Je pense, à l'époque, il me semble que c'était aux alentours de 7 $ par jour. Ça comprend l'heure du dîner qui est surveillée et puis avant l'heure d'école, c'est-à-dire qu'on peut les déposer à partir de 7 h le matin ou 6 h 30 selon les écoles.
et on les récupère avant 6 heures le soir. Il y a donc un système de surveillance qui est organisé. Et ils peuvent faire leurs devoirs aussi. L'heure du dîner, c'est tôt. Le déjeuner. Ah oui. L'heure du dîner, après 10 ans, complètement déjeuner. intégrés, travaillant avec que des Québécois, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on déjeune le matin, on dîne à midi et on soupe à 5 heures. Ce qui n'est pas le cas chez nous. S'il y a bien quelque chose de français que j'ai conservé à la maison, c'est l'heure du dîner, souper, comme on voudra. Là, moi, à 5 heures, je ne suis pas capable d'aller manger surtout, en général. Non, moi je ne suis pas rentrée à cette heure-là, de toute façon. Autrefois, oui, les premières années, je travaillais à côté de la maison, pas très loin, donc j'avais des horaires qui me permettaient d'être à la maison entre 5h et 5h30. Bon, et alors, c'est plus le cas. Est-ce que cette immigration s'est bien passée? Comment ça, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont... Comment est-ce qu'il y a eu culturellement, ça change. C'est évident qu'on est en Amérique du Nord, on n'est pas en France, on n'est pas à Paris, surtout que je n'étais pas dans une grande ville, puisque je suis, donc comme je le disais, je suis à Lorraine, qui est une petite ville, on va dire dortoir, ça n'est absolument pas péjoratif ce que je dis, c'est une jolie petite ville. Très jolie. Mais qui n'a aucune entreprise, aucune industrie, il n'y a rien du tout. C'est une très jolie banlieue, très chic, tout à fait typiquement nord-américaine, avec des jardins, pas de clôture, des pistes cyclables, des parcs. Une banlieue très chic, mais permettez-moi quand même de vous orienter sur les prix des maisons dans des banlieues très chics. C'est qu'on peut trouver des maisons aux alentours de 400, 450 000 $. Même moins. Voilà, ça donc dépend, dans une banlieue très chic, et c'est vrai qu'elle est vraiment très... moi, la maison que j'ai achetée, je l'ai achetée à la suite de mon divorce, parce que j'ai entre-temps divorcé. Donc le Québec ne fait pas que des... Non, ça arrive, mais ça c'est plus des problèmes de vie personnelle que c'est pas la faute du Québec. Non, mais vous l'avez transporté, voilà. On dit quand même. Disons que peut-être le problème personnel a voyagé. Il n'a pas été soldé avant l'arrivée. Mais ça m'a pas empêché de rester et de continuer ma vie ici avec les enfants sans aucun problème. Mais la maison que j'ai achetée, moi, je l'ai même pas payée 300 000 $ à l'époque. C'était une maison qui n'était pas adaptée pour une famille de 3 enfants et il a fallu que j'investisse quand même pour faire des travaux d'aménagement, notamment les sous-sols, comme la plupart des maisons quand même ici ont des sous-sols. Le sous-sol n'était absolument pas adapté ni aménagé, donc il a fallu que je fasse des chambres et salles de bain, etc. Mais on peut en cherchant trouver en effet à se loger à des tarifs qui sont intéressants. Pour un Français, c'est évident que c'est beaucoup moins cher l'immobilier ici qu'à Paris. Tout à fait. Et ça ouvre quand même des perspectives quand on était propriétaire en France et qu'on veut être propriétaire ici. Ça ouvre quand même des possibilités. Et vivant à Lorraine, tu vas travailler à Montréal? Oui, depuis 2 ans, je fais le trajet tous les jours. Lorraine-Montréal, et puis moi je suis Montréal... traverser toute l'île, pour ceux qui ne connaissent pas. Je traverse toute l'île et je travaille au bord du Saint-Laurent, près du pont Champlain. Donc j'ai 45 km à peu près matin et soir, si ce n'est qu'il y a du trafic. S'il n'y avait pas de trafic, je mettrais 45 minutes, mais avec le trafic, je mets au moins 1h30. Et selon les saisons, la neige, les tempêtes, les travaux, il y a beaucoup de congestion, comme on dit ici. Et ça peut arriver que dans les pires cas, j'ai mis 3 heures pour rentrer chez moi un soir. Mais c'est exceptionnel. Bon. Mais malheureusement... Mais ça se fait. Ça se fait. Je pourrais le faire en transport en commun. Mais il y a une succession de transports à prendre entre l'autobus, les autobus, le train, le métro arrivé à Montréal, la navette pour aller jusqu'au bureau, qui font que je mettrai autant de temps en transport avec moins de flexibilité qu'en voiture. Parce que les transports en commun, on a beau dire, l'île de Montréal est très bien pourvue, énormément, il y a quand même 3 lignes de métro, il y a énormément d'autobus, il y a quand même des trains de banlieue qui arrivent, c'est relativement bien desservi. Par contre, dès qu'on part d'une banlieue, c'est plus compliqué. Il y a moins de choix, les gares, il n'y en a pas
partout, il n'y a pas de stationnement pratique pour la voiture, pour aller se gares. stationner, exactement. Donc c'est des autobus, mais moi par exemple, depuis chez moi, l'autobus pour aller à la gare, c'est pas toute la journée. Il y en a le matin, il y en a le soir aux heures de pointe, mais il n'y en a pas toute la journée. Donc, aussi souvent. Donc si on doit rester plus tard travailler, ça complique un peu les choses. Donc, puis les horaires de train aussi. Il n'y a pas des trains toutes les 5 minutes comme les trains de banlieue parisiens. non, pas du tout. Et alors comment s'est passée cette recherche d'emploi? Comment ça doit se passer en fait pour une personne qui est nouvellement arrivée? Quels conseils pourrais-tu donner par rapport à la recherche d'emploi, par rapport à l'emploi? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on en trouve facilement? Qu'est-ce que tu pourrais... La première chose qu'il faut... Avec 10 ans d'expérience. Ça dépend quel genre de visa on a pour arriver ici. Ce que je pense important, c'est qu'il faut faire le maximum les démarches avant de partir au niveau de la reconnaissance des diplômes. Oui. Moi, je ne l'avais pas fait en me disant, comme on avait décidé que pendant un an, j'aurais le temps de m'en occuper, je ne l'ai pas fait et j'ai été obligée de le faire un peu en catastrophe en étant ici. C'est un peu long et ça bloque pour la recherche d'emploi parce que malgré tout, on va te le demander, ta reconnaissance de diplôme. Donc, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est que si vous avez des diplômes qu'il faut faire reconnaître, faites-le avant de venir vous installer ici. Ça vous facilitera le travail. Après, comme dans n'importe quel pays, que ce soit en France ou ailleurs, il faut appliquer sur des postes qui sont libres. Alors, il y a Emploi Québec et il y a plein d'annonces partout. Il y a plein de sites qui existent de recherche d'emploi. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis inscrite aussi à Montréal dans des agences de placement, style Manpower ou autres, qui existent ici. Et en fait, j'ai fini par appliquer à des postes à la commission scolaire. Donc la commission scolaire, il n'y a pas d'équivalent en France. Ça pourrait être un genre de académie d'éducation, je ne sais plus comment on appelle ça, nationale. Mais, ou départementale, mais c'est lié à l'éducation. La commission scolaire, c'est une entreprise, j'exagère de dire ça, mais c'est la fonction publique, ça dépend de la province. Et c'est ce qui gère les partie écoles administrative qui gère les écoles. Ça gère les profs, etc. Puis ça gère les écoles, mais d'un bout à l'autre, de la construction de l'école jusqu'aux profs qui éduquent, etc. Et là, j'ai commencé un peu en bas de l'échelle. J'ai recommencé. C'est ça, tu n'as pas repris au même grade et poste que tu avais quand tu as quitté la France. D'abord, j'ai pris la première chose qui m'était proposée en me disant, une fois que j'aurais mis le pied dans la place, la première expérience québécoise. Exactement. Et donc, je me suis retrouvée à travailler dans une école. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu un poste d'adjointe juridique à la commission scolaire. Et puis, j'ai avancé comme ça. Et puis, après, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée pour travailler à Montréal et je l'ai saisie. En fait, il faut accepter, dans certains cas, d'être un peu obligé de refaire un cheminement, un parcours pour avoir sa place. On ne t'a pas attendu, on n'a pas attendu après toi pour te donner tout de suite du travail. On ne vient pas nous chercher avec des banderoles. On vous a besoin de vous à l'aéroport. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut faire sa place. Il faut accepter que parfois, on est un peu obligé de recommencer à zéro. Alors l'avantage quand on a quand même déjà quelques années d'expérience passée, mais comme dans n'importe quel boulot, c'est que son expérience sert à avancer plus rapidement. Et donc à évoluer rapidement. À évoluer, oui. Oui et non. En fait, après, c'est une question d'organisation de vie. Moi, je me suis retrouvée monoparentale avec les enfants, donc je voulais pas non plus précipiter les choses. Je voulais rester relativement disponible pour m'occuper d'eux, pour la scolarité, etc. Donc, comme toute maman, il y a un moment, il faut arriver à faire... il faut jongler entre la vie de maman, la vie professionnelle. Donc, on fait en effet des choix... et puis on essaye de s'organiser pour que tout fonctionne correctement. Donc c'est sûr que j'ai pris un poste qui était à 20 minutes de chez moi parce que ça me permettait d'être tôt à la maison, etc. À partir du moment où les enfants ils sont dans le cycle et puis qu'ils ont fini le secondaire, qu'ils sont rentrés au cégep et qu'ils sont relativement indépendants, ils ont moins besoin de ma présence, je peux me permettre des horaires plus tardifs. Voilà. Sachant que je peux aussi déménager un jour et me rapprocher de Montréal. Et pour l'instant, j'aime bien ma banlieue aussi, donc je trouve ça
plus agréable peut-être que Montréal. Ça, ouais. Et l'intégration des enfants, c'est fait facilement? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui, est-ce que sur tes 3 enfants, un des 3 pourrait envisager de retourner vivre en France ou ailleurs, ou est-ce qu'ils sont vraiment bien ici et c'est vraiment leur... Le plus jeune, curieusement, c'est le plus jeune qui a eu le plus de difficultés, qui ne comprenait pas, qui voulait rentrer en France, mais il avait 7-8 ans quand on est arrivé, donc c'est un peu normal. Il a eu du mal à trouver ses repères. Et pourquoi j'ai école le mercredi? D'habitude, j'ai pas école. Et pourquoi j'ai pas de vacances? Et pourquoi... Bon. Et c'est quoi l'histoire du service de garde? Je veux pas aller au service de garde. Bon. Donc ça, c'est normal, mais après tout, je me dis qu'on aurait changé de ville en France, il aurait été pareil. Il y a un changement, il y a une adaptation. Il a été pas, bon, je ne vais pas dire intimidé, mais agacé un peu par les copains qui se moquaient de lui parce qu'il avait un accent français. Donc ça, c'est resté. Puis lui, il n'a jamais perdu son accent français en disant, il parle toujours... très parisien. Contrairement aux 2 grands. Avec des expressions d'ici, mais parisiens. Contrairement aux 2 grands qui ont tellement bien voulu s'intégrer, qui sont... 100% québécois. 100% pure souche, pure laine, tout ce que tu veux, avec toutes les expressions d'ici, et qu'ils ont l'accent du Québec, et puis... et eux, ils sont très bien intégrés. Très très bien, mais ils sont tous les 3 très bien intégrés, ceci étant, les choses ont évolué positivement pour eux. Le début c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'en effet le rythme est différent, la culture est différente, mais il se trouve que les 2 grands sont devenus des fanas finis de hockey, donc là il n'y a pas de problème. Et alors à partir de quel âge on commence à travailler? En fait on peut travailler à partir de 16 ans ici. Donc toi tes fils ont commencé à travailler tôt? Quand en fait à 16 ans, j'aurais pas spécialement demandé d'aller travailler. Mais ils ont pas pu. Enfin, il y a eu, ça a été plus difficile. La société, il y a eu quelques années là, quand ils avaient l'âge de commencer à travailler, c'était plus compliqué pour les jeunes de trouver du travail. Il y a eu une petite période un petit peu plus difficile dans l'économie qui ont fait que on favorisait plutôt les personnes avec faible revenu qui pouvaient avoir une 2e job la fin de semaine ou des trucs comme ça. Puis ils s'étaient pas, étant à la maison à ma charge, c'était pas une exigence non plus. Non, mais il me semble que ton grand c'est... Ah, mais ils ont très rapidement trouvé quand même. Voilà, et puis c'est offert sa première voiture tout seul. Oui. Voilà. Alors, il a commencé avec un zébou, comme on dit ici, vraiment un truc... Donc, voilà, les jeunes... moi, je sais que j'avais été assez épatée par cette expérience que tu me racontais, donc même s'ils n'ont pas forcément commencé à 16 ans, mais peut-être plutôt à 17 ou 18, puis ça dépend sur les 3, mais que ces jeunes travaillaient... en plus de leurs études. Oui, c'est ça, en plus de faire des études, et c'est vrai que je trouve que c'est quand même... mais ils travaillent... Une autre... Mais c'est très différent en fait de ce qu'on peut connaître, où c'est vrai qu'un jeune qui dès 16 ans commence à pouvoir gagner de l'argent, avoir son argent de poche, mettre un peu de côté, et puis je sais pas à quel âge ton grand, c'était à 19 ans qu'il a acheté sa voiture, ou 18 ans? Oui, à 18-19, oui. Ouais, c'est ça. Quand il a eu son permis de conduire, il a tout de suite acheté. Et grâce à ses propres économies liées à son travail. Mais en même temps, l'économie ici le permet, si tu veux, d'abord parce que il y a une organisation du travail qui permet aux jeunes d'y accéder rapidement. C'est des petits jobs, c'est des jobs d'étudiants, mais il y a aussi le fait que tu peux travailler à des horaires qui sont des horaires atypiques, parce que les boutiques, par exemple, pour donner cet exemple-là, les boutiques souvent sont ouvertes jusqu'à 21h dans la semaine. Le week-end, c'est pas la même chose, mais c'est ouvert le samedi et le dimanche. Donc moi, mes enfants, le dimanche, ils travaillent. Tout à fait. Ils n'ont pas ils ne rechignent pas, ils sont contents d'y aller. Oui, quand tu fais, ça dépend, quand il faut quand même se lever à 7h, partir à 7h30 le matin, c'est sûr qu'ils y vont un peu à reculons, mais ils y vont toute la journée en commençant à 7h30 non, le matin. ils ont des heures. Gabriel, par exemple, il a demandé, il travaille dans un supermarché comme emballeur, donc c'est-à-dire qu'au bout du tapis roulant, il met dans tes sacs, c'est quand même... Bon, c'est un petit luxe très agréable pour la personne qui fait son supermarché, et puis pour lui, ça lui rapporte un peu d'argent, et de temps en temps, ils sont plus du type, donc, du pourboire. Donc ça fait toujours plaisir. Mais Gabriel, il a demandé au supermarché à travailler une quinzaine d'heures par semaine. Parce que c'est ce que le cégep recommande. Il faut qu'ils aient quand même suffisamment de temps pour faire leurs études.
ils ont quand même des cours, des devoirs à faire. Je veux dire, ils sont comme n'importe quel étudiant partout dans le monde. Il y a quand même des leçons à apprendre. Et en même temps, 15 heures, je trouve ça pas mal. 15 heures au salaire minimum, c'est déjà bien. Ça met un peu le pied à l'étrier, ça responsabilise, ça leur autorise un petit budget. Ça lui permet de se payer des petites sorties, se faire plaisir, se faire des petits plaisirs, etc. Et puis, voilà, quoi. Mais ça, ce que je trouve bien, c'est que ça les oblige à se rendre compte aussi de ce que c'est que le monde du travail. Donc quand ils reviennent et qu'ils en parlent, ils disent ah bah si, bah ça, là, tu sais, ils se rendent compte un peu plus, c'est pas rose d'aller travailler et que tous les métiers ne sont pas amusants du tout, loin de là. Et donc ça incite aussi un peu à faire des études finalement, c'est pas plus mal. Donc, mais c'est l'économie qui le permet. Hein. Il y a quelques années c'était plus difficile. Là, bon, ils arrivent à trouver quelques heures comme bon bah le grand, évidemment, il faut qu'il paye son véhicule, hein, et il en a besoin parce que les distances sont longues, que le transport en commun, il n'est pas pour partout, que si tu veux sortir le soir, si tu veux aller chez des copains, etc. Donc, c'est sûr. Ouais, et ça leur laisse une certaine autonomie, surtout. C'est ça, ils grandissent assez vite et puis se prennent pas mal en charge tout seuls. Oui. Et donc, tu parlais d'économie du Québec. Donc qui est plutôt assez fast, assez florissant, qui se passe bien. Mais est-ce que malgré tout, ça signifie que ça reste évident de trouver du travail? Est-ce que les jeunes ou enfin n'importe qui va plus aller chercher du travail, peut-être moins faire des études? Est-ce qu'il est facile de retourner aux études après un certain âge? Est-ce que comment ça... Écoute, encore une fois, c'est une organisation du pays, du travail, des études qui est quand même très facilitatrice. Bon, mon fils aîné, il a fait son cégep, puis il a fait une formation professionnelle en aéronautique. Il est parti sur le marché du travail. Et puis au bout d'1 an, il a dit « Bon, je vais faire autre chose » et il est reparti faire des études. Donc, c'est facile si... bon, il faut avoir quand même un soutien parental, financier. C'est plus difficile si tu es marié, tu as des enfants, tu as une vie de famille. Ça va être un peu plus compliqué de repartir sur le marché du travail parce que tu es obligé quand même de t'arrêter de travailler. Donc, il faut quand même que tu aies des revenus quelque part, il faut le prévoir. Alors, maintenant, je ne connais pas tout le système. Il existe peut-être des allocations qui existent avec Emploi Québec. C'est fort probable. Moi, la question ne s'est pas posée pour nous encore parce que les enfants sont quand même encore à l'âge d'être étudiants, donc ça ne pose pas de problème. Mais c'est faisable. Mon deuxième, lui, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé ce qu'il veut faire. Donc, il travaille. Et puis un jour, peut-être, si ça va se déclencher, il va pouvoir le faire. C'est très facile. Très flexible. Maintenant, ça ferme des portes. Tu peux très bien trouver du travail et puis grimper les échelons peu à peu, faire ton expérience, etc. C'est mieux d'avoir un diplôme malgré tout parce que bon, ça facilite quand même l'évolution. Mais c'est une société qui va plus juger sur ce qu'on sait faire, sur la tâche accomplie, même si pour certains postes le diplôme peut être nécessaire. Mais c'est vrai qu'on va focaliser sur le travail accompli avant même de focaliser sur des années d'études ou... Mais encore une fois, je pense qu'il y a un moment où si tu n'as pas le diplôme et que tu es en confrontation avec quelqu'un qui en a un, c'est l'autre qu'on prendra peut-être plus facilement. Mais je ne connais pas de cas de personnes que ça a empêché d'avancer quand même. D'évoluer quand même. Tu peux y arriver. C'est plus difficile, mais ça serait plus difficile ailleurs dans le monde aussi. Puis donc, pour ceux qui ont fait les études avant et qui se sont donné du mal, bon bah autant être récompensé. C'est normal qu'il faut que tu sois récompensé aussi, c'est normal. Mais moi qui travaille pour la fonction publique, je le vois très bien. Si tu n'as pas le diplôme requis, tu n'auras pas le poste. Malgré l'expérience que tu as, ça va te fermer des portes. Donc malgré tout, faut y penser que si tu veux pouvoir évoluer professionnellement à un moment ou à un autre, il faut bien quand même que tu te donnes les moyens de valoriser quelque chose et c'est souvent par le diplôme que tu peux y arriver. Même si
tu peux travailler salarié d'une entreprise. Alors après, si tu veux être ton propre patron et développer ton affaire, on ne va jamais aller te demander un diplôme. Si tu as l'esprit d'entreprise, si tu en veux et si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver très bien, très facilement. Il y a beaucoup de métiers d'artisanat, je dirais, enfin artisans, style plombier, électricien, etc., qui ont monté leur propre entreprise et puis ça marche très bien. Mais qui doivent faire partie d'un ordre professionnel. Si tu nous parlais un peu des ordres professionnels. Ici, c'est très régi, au Québec, c'est très régi par les ordres professionnels. C'est-à-dire que si tu es, par exemple, ingénieur, tu dépends d'un ordre professionnel. Donc, si tu es un ingénieur français, il va falloir que tu fasses des équivalences pour pouvoir être reconnu par l'ordre professionnel du Québec. C'est pas parce que tu as un diplôme d'ingénieur français que tu vas avoir tout de suite du travail ici. Va falloir. Et n'importe quel métier qui est régi par l'ordre professionnel, c'est comme ça. Que ce soit les infirmières, les électriciens, les plombiers, n'importe quel... les ressources humaines, les orthopédistes, tous les métiers médicaux. Il y a la liste sur www.immigration-québec.gouv.qc.ca. Je ne saurais que le redire. Vous trouvez cette liste des ordres professionnels. Et donc, il suffit de regarder un peu et on la trouve. Mais c'est vrai que c'est important d'être inscrit à l'ordre professionnel et de s'assurer que... si on veut continuer à travailler dans son domaine d'activité, si on veut changer de carrière, là, on peut recommencer. C'est facile de changer de carrière, on peut le faire. Tu connais des personnes qui sont arrivées avec... je connais des personnes dans mes connaissances qui en effet sont arrivées avec certains diplômes et qui finalement, soit par choix, soit par difficulté, soit par justement reconnaissance d'ordre professionnel et que c'est compliqué parce que quand il faut que tu te mettes à travailler tout de suite, tu as moins le temps d'aller refaire des études, bien qu'il y ait beaucoup d'universités, les universités offrent beaucoup de cours du soir, donc tu peux aller aussi en cours du soir, mais c'est demandant, quand tu as une famille, c'est très demandant, mais tu peux très facilement changer d'orientation professionnelle si tu le souhaites. Il n'y a rien qui t'en empêche. Soit tu refais des études et tu repasses un diplôme, soit tu postules et puis si tu as la chance d'avoir un travail, tu en auras. Il y en a du travail ici, il y en a. Et on manque de beaucoup d'employés partout dans tous les domaines. Maintenant, encore une fois, il faut accepter de recommencer parfois en bas de l'échelle pour pouvoir grimper plus facilement. Donc, un petit conseil que tu donnerais à des personnes qui vont bientôt arriver ou qui rêvent de vivre au Québec. On a passé un hiver, c'est avec un peu de tumulte, prendre sa voiture, tu fais des kilomètres, de la neige, etc. Le froid, ça fait 10 hivers que tu es là. 10 hivers, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu comme petit mot de la fin et qu'est-ce que tu pourrais aller... Qu'est-ce que tu dirais encore une fois, c'est... Tu te sens quoi, française ou québécoise franco-québécoise. Quasiment bilingue et bien intégrée, mais je me suis donné les moyens de m'intégrer. J'ai essentiellement et exclusivement fréquenté que des Québécois, pas forcément par choix, mais par... lieu de vie. Par lieu de vie, par lieu professionnel, par environnement, etc. J'ai jamais habité à Montréal où c'est beaucoup plus cosmopolite. J'ai eu un compagnon québécois, ce qui a aussi facilité grandement l'intégration parce que ça m'a permis d'en apprendre un peu plus aussi sur la façon de vivre des gens d'ici, etc. Il ne faut pas avoir peur de l'hiver parce que franchement, finalement, ça passe assez vite, même si ça a beaucoup de désagréments. Il fait froid, mais il y a des années plus exceptionnelles que d'autres, ou des années où il fait vraiment beaucoup plus froid que d'autres. Mais quand il fait moins 30, par exemple, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé, mais en fait, on n'est pas obligé de sortir. Je veux dire, on peut rester à la maison au chaud, on peut... ça m'empêche pas, ça ne nous empêche pas de vivre l'hiver, mais on s'adapte, il faut s'adapter aux conditions. C'est-à-dire qu'il faut accepter de mettre un bonnet, des gros gants, des grosses bottes, de ne pas être féminine du tout, d'avoir un gros manteau. La féminité, c'est au bureau, une fois qu'on s'est dévêti et qu'on a retiré. On a les escarpins sous le bureau. Oui, moi j'ai la collection complète, toutes les couleurs sont au bureau, j'ai rien à la maison, puisque à la maison, finalement, je suis soit en pantoufles, soit en ballerine, c'est ça. J'ai pas de souliers, ni à talons, ni rien.
Mais oui, il faut se mettre au rythme, mais on le prend assez vite. Hein. On part, il faut déneiger sa voiture. Écoute, les New-Yorkaises se baladent dans New York en paire de baskets. En tous les cas, à l'époque où moi j'y habitais, c'était ainsi. Et elles mettaient leurs escarpins. Les Québécoises se baladent en bottes, bonnets, tuques l'hiver et enfilent l'été et enfilent l'hiver depuis le bureau leurs jolies chaussures. Mais et puis l'été, on est comme n'importe où, on a 35 degrés, on crève de chaud et puis on est content d'être à la clim. C'est ça. Finalement, et puis les Québécois sont assez dévêtus. Comme ailleurs. Là, je ferai pas de commentaires. Alors là, Montréal, les petites jeunes filles en petits shorts, bien courts. Moi, je me rappelle quand même d'une année où nous sommes rentrés avec ma fille qui 12 ans, donc après à peu près bataille, etc. Petit short comme dans Montréal, hein, je veux dire, petit débardeur. Ça, à Panoupé, elle s'est fait klaxonner parce qu'à Paris, on ne peut pas se balader comme ça. Ah oui. Alors que c'est vrai qu'à Montréal, ça ne dérange pas. Voilà. Donc, non, mais il y a une certaine, un respect de la personne que je ne connaissais pas en France et que j'ai appris à apprécier grandement ici. C'est que l'important, c'est l'être humain, c'est pas le paraître. Donc ça, c'est une des grandes qualités, je trouve, du Québec. C'est que la personne humaine est intéressante. C'est ça, quelle qu'elle soit. Quelle que soit sa taille, sa grosseur, sa couleur de peau, de cheveux, etc. La façon dont elle c'est la personne. C'est voilà, exactement. On se fiche un peu de savoir si elle a mis des carreaux et des poids. C'est que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la personne humaine. C'est ce qu'elle dégage, c'est ce qu'elle exprime. C'est comme quand tu choisirais une copine. Finalement, quand tu as une amie, c'est une amie que tu choisis. C'est pas forcément parce qu'elle est habillée de telle ou telle manière ou c'est quelqu'un avec qui tu as un échange particulier. Bon, mais ici, oui, alors tout le monde ne choisit pas ses amis ainsi, mais effectivement. Non, mais ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que ça n'a pas, le paraître n'a pas d'importance. On ne juge pas du tout sur le paraître. Voilà. Alors, c'est désolant que ta fille se fasse klaxonner alors que... Pas à Montréal. Oui, j'ai compris. Mais effectivement, c'est embêtant. Ça ici... bon, donc ça vaut le coup d'immigrer. Bon, moi je regrette pas, je repartirai pas, mais le choix d'immigrer, il faut que ça soit un choix qui soit quand même réfléchi, et puis faut se dire que tu en prends pour ta vie. Je veux dire, tu pars pas en te disant dans 2 ans si ça foire, je rentre, quoi. Ça marche pas. Ouais, il faut se donner une chance aussi. Ou alors ça coûte très cher. Bah oui, oui. Faut donner la chance au produit. J'aurais pu, si tu veux, quand j'étais en instance de divorce et que j'ai divorcé, j'aurais pu reprendre les enfants et rentrer en France, mais ça m'a même, enfin, je sais pas que ça m'a pas effleuré l'esprit, c'est que c'est le sentiment d'échec que ça représente, le fait que j'ai même pas essayé, le fait que et puis quand tu as tout abandonné, réabandonner tout, repartir, recommencer, non, finalement, je trouve que oui, ça vaut le coup. Quand on a bien réfléchi, que c'est ça qu'on veut, que un petit voyage exploratoire avant. Oui, je suggère de faire voyage exploratoire hiver-été, mais pas que de faire du tourisme. Essayer de vivre vraiment, parce que faire du tourisme, c'est génial. Moi, j'en fais au Québec, c'est génial, on est dans de bonnes conditions. Mais faire un vrai voyage, où on prend un appartement, on essaye de vivre, on fait ses courses, on va à l'épicerie, on sort, on essaye de vivre normalement, de poser des questions, d'essayer de se rendre compte de comment c'est, de voir que l'hiver, c'est... On se frotte un peu à la population, on discute, on échange avec les gens. Exactement. Puis les gens sont relativement ouverts et acceptent volontiers de donner des conseils aussi. Donc, mais c'est important de se rendre compte. Et l'hiver, c'est important de se rendre compte que l'hiver, c'est pas que des chiens de traîneau et puis des balades, etc. C'est du quotidien. Dans Montréal, c'est un quotidien qui est très particulier parce que quand il neige, il y a des bancs de neige partout. Les voitures sont recouvertes de neige. La neige peut pas être poussée sur les maisons plus que ça. Donc les rues sont rétrécies à cause des bancs de neige. Il n'y a pas de place de stationnement. Les voitures sont stationnées, on pousse la neige sur les voitures. Donc vous arrivez avec votre pelle et vous retirez ce qu'il y a devant vous et vous remettez sur les côtés.
Ce que je n'ai pas chez nous, où le déneigeur passe et pousse la neige sur les jardins, dans les terrains. Donc ça, c'est complètement différent. Donc on n'a pas du tout, on n'a pas cette problématique-là. C'est ça. Mais la problématique de la conduite sur la neige, quand il y a une tempête, etc. C'est des choses qu'il faut quand même, faut s'attendre à vivre ça. Mais l'hiver, finalement, quand on regarde dans toute une année, décembre, janvier, février, un petit peu mars, et puis si on a de la chance, après c'est fini. C'est ça. Mais il ne neige pas tous les jours, et il ne fait pas tous les jours froid. On est d'accord. Et on peut avoir des -10, comme des avec 7. un gros, super ciel bleu et un soleil magnifique, comme on peut avoir des températures positives et de la pluie en plein hiver sur la neige, comme on peut avoir des étés à 35 degrés, et comme ça arrive aussi. Et on est tout autant trempé après la douche, malgré le fait de s'être séché. Oui. Donc c'est quand même, prévoyez de louer ou d'acheter avec de la climatisation l'été. C'est un petit conseil que tu m'avais donné, que je n'avais pas suivi. Et je regrette. Oui. Ben, on s'habitue vite à la... Ben, en fait, c'est parce que l'été, c'est assez humide. Hein. Donc, on a l'impression d'être aux Caraïbes, quoi, quasiment, quelquefois. Quand on sort, et ça nous plombe dessus. Et c'est pas toujours agréable. Moi, je préfère largement les -30 et être bien couverte que l'été où il fait 35 degrés. Parce que c'est plus difficile de lutter. Mais oui, le conseil que j'ai, faire un petit voyage, c'est une bonne idée. Bon. Vraiment. Moi, j'en ai fait plusieurs avant de venir. Pas combien forcément des voyages. Combien de temps 3-4 voyages, pas forcément beaucoup. Une fois avec les enfants, on est venu 2-3 semaines. On a fait des allers-retours sur des petites durées de quelques jours chaque fois, mais histoire de prendre le pouls de comment ça se passait. Donc, mais non, il faut au moins réaliser ce que c'est. On se rend pas compte. T'as vécu des déceptions quand même? Des choses que tu attendais, que tu n'as pas eu, ou tu t'attendais à rien ou... Non, je m'attendais à rien. Je pense que c'est ce qu'il faut, finalement. Il faut s'attendre à rien et il faut faire sa propre expérience. La seule chose dont je m'attendais, j'étais sûre de ne pas retrouver Paris ici. Donc, ni l'alimentation, ni le style de vie, ni les possibilités, ni la vie parisienne, ni rien. Je savais que je ne retrouverais pas. Par contre, j'ai été plus surprise que dans mon esprit, c'était plus, parce qu'on parle français, c'était plus européanisé, si tu veux. En fait, non, pas du tout. C'est très américain, c'est très nord-américain, donc c'est une culture nord-américaine, un peu avec un enrobage de vieille France, hein, qu'on peut avoir un peu dans certains domaines, mais globalement c'est très nord-américain, que ce soit au niveau de la culture musicale, la culture alimentaire, architecturale, vestimentaire, tout ce que tu veux, c'est très nord-américain. Donc ça, il faut l'accepter aussi. T'es pas à Paris quand je dis Paris, c'est parce que moi je suis une ancienne parisienne, mais t'es pas en Europe quand t'es ici, pas du tout. Il y a quand même une culture totalement différente. Il y a un respect quand même des choses. Par exemple, tu traverses pas la rue si c'est pas à toi de traverser. Tu fais la file pour monter dans l'autobus. Et ça te vient même pas à l'idée de doubler tout le monde. Tu vas au musée, tu fais la file. Tu viens pas en paquet arriver devant la caisse. Jamais. Jamais. Non. Il y a un profond respect quand même des choses. Tu jettes pas ton mégot normalement. Ça a un peu évolué, mais normalement, quand tu étais fumeur, tu ne jetais pas ton mégot à terre. Tu l'écrasais et puis tu allais le mettre dans la poubelle qu'il pouvait y avoir à quelques mètres plus loin. Encore, ça arrive. Pas de crotte de chien. Non. Ça, tu respectes aussi. Il vaut mieux parce que ça coûte cher. Tu jettes pas tes papiers par terre, normalement. Maintenant, tout évolue, pas forcément toujours dans le bon sens, mais il y a quand même un grand respect des choses. Dans les magasins, quand il y a 3 caisses, il y a une file. Et ça se distribue. Oui. Dans certains magasins, les Renaud Brel, Quand quelqu'un qui ne respecte pas, on va lui dire. De toute façon. Donc, non, mais... c'est sans regret. Et tu vois, même les enfants qui font leurs études ici, etc., ils vont faire leur vie probablement ici, à moins que la vie professionnelle les amène ailleurs, mais ils n'ont pas forcément envie de rentrer en France pour trouver du travail ou quoi que ce soit. D'abord, ils ne sont même pas sûrs que leur diplôme soit reconnu, alors ils aiment autant les faire valoir ici. Bon, donc, écoute, voilà. Merci Camille. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on se retrouve après la pause.
L'instant coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Alors, comment ça va? Ça va bien. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 3 lettres pour toi. Ah, génial. Des lettres d'amour? Non, je n'irai pas jusque-là. Et d'ailleurs, je t'offre la première. Le C. Un C. Un C qui t'évoquerait quoi? Puisqu'on est dans le thème de l'immigration, du côté de Montréal, je dirais le changement. Pourquoi pas? C comme changement. Je t'offre la 2e lettre. Le A. Le A, écoute, si je devais voir ce que ça m'évoque, Oui. je sais pas, je dirais l'aventure. Pourquoi pas? On a du changement, on a l'aventure. Et puis, je termine avec ma 3e lettre, Géraldine. Le P. Le P, je dirais un grand pas, un saut en avant, un grand pas, on y va. Intéressant, intéressant. Tout ça pour former le mot Cap. cap. Et si on changeait de cap? Vous qui êtes en transition de vie, de changement, vous souhaitez peut-être changer de carrière, monter une entreprise, reprendre des études, suivre une formation, pourquoi pas faire quelque chose de différent? On est généralement bousculé entre un besoin de sécurité et un espèce de défi d'aventure. Pourquoi pas casser la routine, sortir de l'ordre établi? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Allez-y, c'est parti. Visualisez, vous êtes parti à 5 ans. À quoi ressemblerait votre vie, votre projet? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Quel serait votre équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle? Quelle serait la dose d'énergie dont vous auriez besoin pour justement passer à autre chose, changer de cap? Et quelles seraient les raisons profondes à ce changement, justement? Quel sens y aurait-il? De grandes raisons. Et si on va encore un petit peu plus loin, qu'est-ce que cela vous procurerait-il? Je vous fais partir loin là. Ouais. Alors évidemment, je ne vous demande pas tout de suite de répondre à toutes ces questions, parce que c'est quand même pas... Voilà. Mais imaginons, vous avez répondu à toutes ces questions, et c'est parti. Vous êtes dans votre bateau, vous avez décidé de changer de cap. Avec qui vous êtes? Qui est votre matelot? De quoi est composé votre équipage? Sur qui vous vous appuyez? Ça y est, vous avez choisi, vous avez défini votre projet et vous pouvez vous orienter vers le cap qui est le vôtre. Eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y et je vous laisse développer vos propres solutions en toute créativité et fierté. Ici, nous sommes du côté de Montréal. Merci Géraldine. Peut-être certains d'entre vous sont de l'autre côté de l'océan. Eh bien, j'ai envie de vous dire, à l'instar des navigateurs pionniers qui, il y a 5 siècles, ont traversé les océans pour nous faire découvrir cette nouvelle France, pourquoi pas faire comme eux? Allez-y, foncez, mettez le cap. Ouais, merci Hélène pour cette métaphore marine. C'est fort. Effectivement, allez, osez, hisser les voiles. Puis, je dirais, pourquoi pas, avec des séances, je pense, personnalisées avec un coach pour vous accompagner dans la réalisation de vos rêves. Vous pouvez oser le changement, allez-y. Merci. De rien, on vous souhaite de foncer. Ouais, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions. Au revoir Hélène. Merci Géraldine, au revoir. Au revoir.